vache. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ici en région sud parce que le sud-est de la France s'impose comme l'un des territoires agricoles les plus diversifiés du pays. J'avais très envie que nous nous offrions une balade de ferme en ferme entre montagne et Méditerranée. Nous allons partir à la rencontre de celles et ceux qui nous nourrissent et qui, d'une certaine façon aussi, embellissent nos vies avec ce qu'ils produisent. C'est une mosaïque colorée d'exploitation agricole que nous allons découvrir ensemble et je suis très heureuse d'être en votre compagnie. Bonjour Leslie. Bonjour. Ah bah j'arrive au bon moment. Oui. Tu enfournes? Oui, c'est ça, tout à fait. Il est réputé ton pain. Tout le monde le connaît dans le dévoluy. Oui, on a beaucoup de succès et à chaque fois tout est vendu, donc vaut mieux réserver. Ouais, comme tu as fait. Comme j'ai voilà. fait, exactement. Symboliquement, je trouvais que c'était assez beau de venir acheter du pain chez toi parce que c'est l'aliment qui se partage par excellence. C'est ça à l'origine du mot copain, kumpanis, Partager le pain. avec les copains. Ben voilà. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces gestes. Ici, on est au col du Festre, là, quand on est chez toi, à la ferme des Oui, Garçons. c'est ça. Et je vais au col du Rabou, Oui, rejoindre Mathilde. d'accord. C'est pas très loin d'ici? Ça va, tu peux y aller même en vélo si tu as un bon coup de pédale parce qu'il y a un peu de dénivelé. Ouais. Allez, on enfourne. Une toute petite heure de cuisson et le pain sera prêt. Elle est belle cette mie, hein? Voilà de la belle énergie pour commencer mes échappées belles. Il est tout doré, il croustille, il sent très très bon. Je crois qu'il a le goût du bonheur ce pain, hein? Merci à toi, Sophie. Elle commence bien ses échappées belles grâce à toi. Le bonheur n'est pas que dans le pré. L'idée en fait de cette ferme, c'est de se rencontrer en fait, de faire que des personnes qui se côtoieraient jamais dans la vie qui est un peu segmentée. Ça fait des chouettes rencontres. Il est aussi en montagne, Dis-moi, ça se mérite quand même le génépi, hein. Ça se mérite, ouais. dans les vallées Heureusement que je suis pas embauché pour les ramasser parce que je les mangerais tous en fait. ou en Méditerranée. Sophie, ça, c'est ce qu'on appelle de l'élevage sur corde. Donc ce support qui va nous servir à l'accrocher sur la corde, ça va être des petits choux de ciment. On est les maçons agriculteurs de la mer. C'est ça exactement. Sophie Jovillard Coucou Sophie, je t'emmène? à la rencontre de celles et ceux qui subliment les bons produits de nos terroirs. Bienvenue à la fête de l'oignon rose du Mâconnais. Aujourd'hui, être apiculteur, c'est connaître le végétal, connaître les fleurs, à quel moment elles expriment leur potentiel. Ce qui me passionne dans ce boulot-là, c'est ça. C'est la garde, c'est les bêtes, c'est d'être dehors. Bienvenue dans le Sud! Tiens, je te donne Hugoline. Lily. D'abord la tapis. Ouais. Tapis à paillettes, pardon, hein. Tapis rose à paillettes. Dis-moi Lily, t'as quel âge? 3 ans. 3 ans et tu montes déjà à cheval? Ouais. Waouh! Tiens, mets le casque. Oh lolo, Lily, doudida. Accroche-toi bien Allez, viens, mon Lily. pompon. Allez, des petits coups de pied pour avancer. Allez, pompon. Voilà. C'est parti. Ah,
Raconte-moi un petit peu comment ça se passe pour toi. Je travaille au quotidien avec Sébastien, donc, qui est mon chéri et qui est son papa. Et l'été, on se sépare un peu parce que moi, je monte en alpage avec les bêtes. Et lui, il reste au village pour faire le foin. Mais t'es aussi attachée à la Provence ? Ouais, donc en Provence, on a un mobil-home et en fait, on prend le meilleur des deux saisons. L'été, quand il fait trop chaud en Provence, nous, on est en montagne, il fait frais et c'est chouette. Et ici, quand il y a de la neige et qu'on ne peut plus avoir les brebis dehors, on descend en Provence et on retrouve le soleil. Le but, en fait, c'est que les brebis aient toujours de l'herbe verte à manger, quoi. Et qu'on n'ait jamais à leur donner du foin ou du grain en bâtiment. Elles sont toujours dehors, nos bêtes. Ici, pour moi, c'est les grandes vacances. Enfin, même si c'est un travail, c'est mon endroit préféré de toute ma vie où je sais que je me sens chez moi, quoi. C'est ma montagne. Alors là, voilà les gardiens de ton troupeau là, voilà, qui remplissent leur fonction. Alors là, ils aboient, ils vont venir te sentir. Je les laisse. Ah oui, c'est juste pour dire qui c'est cette dame, quoi. Ok. Il est important quand même ce troupeau. T'as combien de bêtes là? Il y a 1200 brebis et 40 chèvres à peu près. Nino, allez avance. Là, on voit vraiment le travail de ton chien qui t'aide à gérer le troupeau. Il a un rôle très important. Moi, en quelque sorte, je suis le chef d'orchestre et lui, il donne le rythme. C'est mon bras, c'est mes jambes. Et en fait, il m'aide à les guider exactement là où j'ai envie de les mener. Le but, c'est que les brebis, elles aient l'impression d'aller naturellement et en liberté là où elles veulent. Alors que finalement, c'est moi derrière qui les influence. Donc c'est un peu comme un cours d'eau qui va se jeter dans une rivière. S'il y a un gros rocher au milieu, alors l'eau elle va se séparer. Nino, pousse! Ah, mais viens là, viens! C'est bien ça! Est-ce que là, ça te plairait, l'endroit du pique-nique? On voit bien le troupeau, Lily? Est-ce qu'on est pas mal, là? Je crois qu'on est pas mal. Papillon, c'est génial. C'est génial, il y a des papillons. On va être bien, là, Lily? Waouh! Et salut, toi! Salut, toi! Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce pique-nique? Regarde le joli pain de la ferme des Garcins. Ok, waouh! Ouais, d'accord. Je pensais faire plus d'effet avec mon pain. Waouh! Merci Mathilde. Qu'est-ce qui est important pour toi là ici de lui transmettre à ta fille? Le respect de la nature en premier, évidemment. De rien, chérie. Le respect des bêtes, des animaux, que ce soit une brebis, une chèvre, une mule ou un chien ou un chat, enfin voilà. La notion du temps qui passe mais calmement, quoi. Enfin, les choses ont le temps ici. On peut pas courir, on peut pas dire à 10h10 il faut exactement qu'on soit ici ou là. On doit prendre le temps à s'adapter au rythme des bêtes, du temps et de la montagne. Mais je trouve ce qui est le plus beau dans son éducation, c'est que j'ai du temps pour elle. J'ai du temps de qualité pour elle. Là, quand on s'assoit ici, c'est que elle et moi, quoi. Oui, tout ce que tu vis là avec elle, c'est vraiment précieux. C'est le paradis, non? C'est le paradis ici. Vous pouvez revoir la traite, c'est avec grand plaisir, vous pouvez y aller. Pendant les vacances d'été, les fermes du Sud font partie des étapes incontournables. Oui, vous pouvez rentrer, voilà. Tout se passe à l'intérieur. L'occasion de voir pour de vrai le quotidien des agriculteurs. Avant de commencer la traite, on fait le premier jet à chaque fois. Ça permet juste de s'assurer que le lait est bon, qu'il n'y ait pas un problème quelconque. Et après, c'est parti. Et voilà.
voici. Elle aime la mousse. Ah là, on peut pas faire plus court, hein. Là c'est du direct. Hein. Alors? Mais si, c'est même un peu sucré et tout. C'est surprenant que je m'attendais à un truc beaucoup plus fort. Chaque été, les vacanciers viennent voir les animaux de près et surtout goûter la spécialité maison. Maman, toi tu veux boire du café? Est-ce qu'il y a café? Il faut demander à Rudy. Oui, Il y a café, oui. Eh ben alors. Tu veux café? Des glaces faites sur place, au lait de chèvre bien sûr. Et voici. Chaque fois qu'on vient en vacances pendant l'été, on passe au moins une fois sûr parce qu'il y a obligé de manger la glace. La vraie glace de la ferme. Profiter de ces vacances à la ferme, c'est aussi l'occasion d'apprendre, de changer de rythme, de participer. Tu veux commencer sur celui-là? Tu y arrives, toi? Tu te sens de l'aider, Augustin? C'est le choix qu'a fait Gabor à la ferme L'Oasis de la Nourrice dans les Bouches-du-Rhône. Ce jeune Hongrois y démarre sa première journée de woofer. This is prune Mirabelle. Et en hongrois? Silva. Silva. Je voulais pratiquer mon français, me frotter à une autre culture et aussi découvrir la permaculture. Pendant quelques semaines, il prêtera main forte à l'équipe de la ferme en échange du gîte et du couvert. C'est le principe même du woofing. C'est vraiment cette idée de pouvoir voyager, apprendre, découvrir. Pour les jeunes, c'est pas évident de pouvoir faire ce genre de voyage sinon. Avec ses nouveaux amis, Gabor découvre les enjeux climatiques propres aux fermes maraîchères du Sud et les trucs et astuces pour conserver l'eau, la ressource la plus précieuse ici. Si tu mets tes mains ici, la terre est beaucoup plus humide en fait. C'est un des premiers avantages en fait du paillage. Tu vois, on sent bien l'humidité. C'est vraiment tout simple en fait. C'est juste une couverture en fait, un petit peu comme un parasol. Grâce à ces techniques, la ferme produit de nombreux légumes, même lorsque les températures dépassent 35 degrés, comme aujourd'hui. C'est ça qui fonctionne bien, je crois, pour les gens qu'on accueille, que ça soit des bénévoles, et puis les woofers, évidemment. C'est un lieu qui est ressourçant, qui est vivant. Voilà, c'est vraiment, ça les connecte à la vie, avec les animaux, avec le jardin, et puis avec les autres, bien careful. Bientôt, Gabor repartira chez lui enrichi de ses nouvelles connaissances. Tu vois, il y a une botte qui a été posée là-bas. Tu vois, regarde, elle avance. Tu vois, regarde, l'autre botte pousse la première. Et hop, voilà, on la dépose au sol. Voilà. Dans le Sud, les fermiers partagent autant leur savoir-faire que leurs convictions. Suivez-moi avec notre assistant guide. Aujourd'hui, Marie-Noël a décidé d'ouvrir sa ferme à 2 voyageuses venues de Belgique. Alors, voilà votre petit chez vous. Ah, excellent, wow. Chez elle, on s'installe pour une nuit ou quelques jours dans des camions réaménagés en gîte. Et on découvre vite les coulisses d'une ferme pas tout à fait comme les autres. Viens avec moi. Et là, ici, tu sèmes. Tu sèmes là, mais alors tu fais attention de ne pas leur semer sur elle, d'accord? Voilà, vas-y. On accueille les visiteurs pour partager notre métier, partager notre passion, parce que c'est un métier passion, sinon c'est pas possible. Et la particularité, c'est qu'on a mis donc notre exploitation au service d'un refuge, un refuge animalier pour animaux sauvages et animaux de la ferme. Ici, tous les animaux sont des rescapés. Ils ont vécu des heures sombres dans d'autres fermes avant d'être recueillis par Marie-Noël. Cette grande amoureuse des animaux accueille aussi des espèces plus sauvages, comme ces renards polaires. Voilà, pas de loup, pas de velours. Allez-y, grimpez. Ah, regarde-le, tu vois là qu'il a pris? Ah, oui, oui. Tu vois comme il le prend délicatement sans le casser? Oui. Il va cacher pour le groupe. Ah, regarde. Ah, regarde un roux. Un roux. Alors, tu vois, dans la nature, par exemple, ce roux, il ne pourrait pas survivre.
Le soir venu, Marie-Noël invite les deux filles à vivre une expérience encore plus immersive. Installez-vous, installez-vous. Vous allez mieux les voir et eux vous verront moins. Un dîner composé de produits de la ferme, en tête-à-tête avec des animaux presque impossibles à observer en pleine nature. Ce sont des animaux nocturnes. C'est pour ça que le dîner est toujours à la tombée de la nuit, de façon à pouvoir les observer sans les déranger. Je pense que je n'avais jamais vu de ma vie un raton laveur. Je sais pas. Vous ne pourrez plus le dire. C'est génial, franchement. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est plein de vie, il y a des choses à regarder tout le temps. Dans les fermes du Sud, on arrive curieux et on repart émerveillé. Oh là là, il bouge le rocher. Bon Thomas, on est là aux portes du parc national des Écrins. Ces paysages sont absolument extraordinaires, des paysages que tu connais bien parce que toi tu es vraiment d'ici, tu es d'Orsières. Ah oui, là il n'y a pas plus local, mon grand-père a créé la station. C'est vrai? Ah oui. On est du secteur. Ah oui, c'est ça. Et c'est presque une petite chasse au trésor qu'on fait ensemble là dans ces montagnes parce qu'on cherche vraiment la pépite, le diamant des Alpes. Tous les deux. On cherche le génépi. Ah oui. Tout à fait. Donc ici, on est à 2800-2900 mètres d'altitude. Et le génépi a cette particularité de pousser que dans des endroits très escarpés, là où il ne va pas rencontrer de concurrence. C'est ce genre d'habitat, de la falaise, de la barre rocheuse, un peu de soleil. On dirait qu'il aime la belle vue. Oui, c'est ça. Moi, je vois des petites mousses là. Là, sur celle-ci, voilà, on voit les premières touffes de génépi. D'accord. Donc comme c'est une vivace, le génépi, c'est une structure permanente. Okay. Cette touffe-là, elle est en place toute l'année. Très odorant. Donc là, si tu viens frotter avec tes doigts, tu sens ça, c'est très puissant. C'est très agréable d'ailleurs comme odeur. Et nous, ce qu'on va récolter quand c'est à maturité, c'est uniquement le brin de génépi qu'on voit qui est en train de pousser. Juste là. Ouais. Parce que si tu viens chercher du génépi comme ça en altitude, c'est pour une raison bien particulière, parce que tu en produis, toi, de l'alcool de génépi. C'est ça. Donc le génépi, c'est d'abord réglementé. Oui. On ne peut pas récolter autant de génépi qu'on veut à l'état sauvage. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récolter que les graines, maintenant. Parce que depuis quelques années, on a de la culture de génépi. Et donc, je te présenterai Perrine tout à l'heure qui s'occupe, c'est ça, qui s'occupe plus que moi de la culture. J'ai hâte de la rencontrer. On va peut-être continuer notre repérage, comme ça on va pouvoir lui dire si notre repérage est efficace. Exactement, mais elle nous fait confiance. Ça, j'imagine. Pas de souci. Dis-moi, ça se mérite quand même le génépi, hein? Ça se mérite, ouais, c'est sûr. Je parle de la plante, hein? Chaque personne qui fait son propre génépi dit toujours qu'il est bon parce qu'il en a tellement bavé pour aller le chercher. Mais tu m'étonnes. Et tous ces coins là, à génépi, qui te les a montrés la première fois? Non, je m'accroche. Le tout début, j'allais avec mon grand-père. Ouais. J'ai fait beaucoup de sorties avec lui. Et puis après, à force d'aller en montagne avec les amis, hein, surtout. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que tu me fais faire? C'est toi qui dois trouver là, regarde. Ok. Avance un peu, tu me trouves une touffe de génépi. Alors, là. Exactement. Ici. T'as vu, encore sous notre petite mousse. Exactement. On a retrouvé. Elle est belle là. Ouais, elle est belle. Le brin parfait. Alors. Voilà. Donc ça, on l'a récolté avec les ciseaux. Ce qu'on veut, c'est couper la tige nette pour pas tirer sur la structure du plant et venir abîmer la touffe de génépi qui, elle, va rester là tout l'hiver. Donc il faut qu'on la protège. Ah! C'est là. C'est là que ça va être bon. Tu verras qu'il n'a pas le même goût ici qu'en bas. D'accord. C'est ça. Ah ouais, on a bien le goût de la plante, hein. Bon, faut pas en abuser, hein, avec modération. C'est ça. Je te suis quand même. Ah, tu connais, toi. J'ai un contrôle qualité, donc du coup on part à la montée. Allez, on part en courant. C'est parti.
Alors ça y est, Sophie, on arrive à la culture de génépi. Donc la graine de génépi qu'on a récoltée, pour devenir un plant, il va lui falloir 6 à 8 semaines. D'accord. Et ce petit plant, on va venir le mettre en pleine terre le plus tôt possible, une fois que la neige est partie. On va espérer qu'il prenne racine. Et l'année d'après, il pourra commencer à faire les premiers brins. Alors très franchement, je pensais que le génépi était vraiment produit avec des plantes qu'on trouvait sauvages, en altitude, comme celle qu'on a vue ensemble tout à l'heure. Je ne savais pas du tout que ça se cultivait comme ça. Ouais, en fait, la réglementation de cueillette nous contraint à avoir du génépi de culture. Et on s'aperçoit en fait qu'avec la culture, on arrive à avoir un génépi à maturité parfaite quand on va le cueillir, donc une meilleure qualité encore pour la macération. Donc ici, on a le génépi qu'on vient de cueillir. Il y a une petite semaine qui était déjà mature. On se met à plusieurs, on crée une équipe de copains un peu sympa et puis on va s'asseoir au milieu des plants et on va tout couper au ciseau. On ne peut pas mécaniser la cueillette du génépi, donc ça nous prend un peu de temps et une fois qu'on les a cueillis et mis en caisse, on va les descendre au séchoir pour pouvoir avoir le génépi sec à l'automne. Dis donc, t'as pas eu de la visite là? Ouais. Là, j'ai eu une curieuse qui est passée, petit trou de marmotte en formation. Ah là là, ça veut dire qu'elle a fait une galerie juste en dessous la marmotte? Ouais, c'est ça. Et ça va, elle aime pas le génépi? Non, non. Donc elle boulotte pas le génépi? Pas en brin. En bouteille peut-être, mais pas en brin. Excuse-moi, mais là, c'est pas des marmottes là? Voilà, là on en a juste là. Oh là là, ouais. Elles sont sur le perchoir, elles ont la meilleure vue de la vallée là. Ah, les marmottes, elles ont disparu là, elles sont passées de l'autre côté du rocher. Je te les appelle. C'est vrai? Ouais. Tu peux appeler les marmottes? Je peux faire le bruit du moins. Allez, ça y est. Allez, ça marche. Et voilà. Et voilà. Et je te présente donc Perrine, ma femme. Bonjour Perrine. Bonjour. Sophie. Ah, c'est périlleux encore ici. Ouais. Mais qu'est-ce que vous me faites faire tous les deux? Bonjour. Bonjour. Enchantée. Et là maintenant, je suis curieuse avec toi de découvrir où on le fait sécher et qu'est-ce qu'on en fait. Et pourquoi on le fait sécher? Le côté traditionnel, nos anciens faisaient comme ça, du coup on recrée les mêmes techniques. On va les retourner pour que en dessous, ceux qui sont encore un peu humides, eh bien, ils puissent bien sécher. D'accord. Là, on voit bien les petites boules qui sont encore bien jaunes et donc on voit bien qu'on les a cueillies pile quand elles étaient bien fleuries. Tu vas le laisser sécher combien de temps, là, le génépi, comme ça? Encore 15 jours, un mois. Et puis après, on les stockera en carton à l'abri de la lumière, de l'humidité, et pouvoir les stocker tranquillement le temps d'aller jusqu'à la fabrique pour faire nos bouteilles. Toi, comment tu as découvert le génépi? En même temps que la rencontre avec Thomas. Ok. Je suis arrivée de la région parisienne. D'accord. Pour une saison de ski. Ok. Et puis j'ai trouvé mon entraîneur. Pas mal l'entraîneur, pas mal. Je passais devant elle à sa caisse des remontées mécaniques avec mes élèves en fait. Petit coup de cœur, voire même coup de foudre. Quelques temps après, il a dit je veux faire du génépi. Donc on a dit allez, on se lance. Quelle est la prochaine étape là pour nous, pour la transformation du génépi? Étape suivante, ça va être donc de finir de sécher le génépi et puis on va faire une macération de ces plantes dans nos cuves, dans notre fabrique qu'on va aller visiter et c'est là qu'on va pouvoir transformer complètement la fleur de génépi. Voilà, là j'ai 2 rangs, là, du concombre, du ver d'Alane. Ouais, puis t'as un bel enchaînement là de concombre, à la taille cornichon. C'est la première année que je le fais, j'en suis super content. Je les croque dedans direct, c'est un... Dans l'arrière-pays niçois, au milieu des légumes, il y a aussi des histoires. Ouais, il est terrible. Il est super doux. Celle de semences locales oubliées. Aujourd'hui, Maxime, de la maison des semences Maralpine, rend visite à Rudy sur sa ferme de la Sousta. Ensemble, ils travaillent à l'amélioration de ces semences, des graines du passé qu'ils ont récoltées chez des habitants aux 4 coins de la région. La qualité de la blette en elle-même, elle est terrible. Moi,
Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'elle ait un rose un peu plus pétant. Rudy travaille une de nos variétés phares, la blette de Nice, sur lequel on continue à faire de la sélection en permanence, notamment pour la rendre plus rose, comme le souhaiterait Rudy pour l'étal de marché. Mais c'est l'occasion de voir comment ça se comporte dans des périodes compliquées et pouvoir ensuite aller faire de la sélection, pouvoir repérer quelles seraient les blettes ici qui sont les plus adaptées pour en faire de la semence. En préservant ces graines et ces légumes, ces agriculteurs-chercheurs ont deux objectifs. Et permettre aux paysans de s'affranchir des semences industrielles, chères et non reproductibles. Elle est magnifique, là, suspendue comme ça, vraiment une belle sélection là. Ça, c'est une variété traditionnelle qui a été maintenue en Italie pendant très longtemps et dont la variante à Nice, qu'on appelle la longue de Nice, qui est une courgette faite à partir de celle-ci, mais sélectionnée pour être plus droite, pour bien rentrer dans les cagettes. Chaque année, ils conservent précieusement dans leur grainothèque les semences issues de leur sélection. Okay, ça, c'est des graines de l'oignon rose du Mentonnais, où chacune de ces toutes petites graines donne un oignon jusqu'à 1 kg. Parmi leurs découvertes récentes, cet oignon pas comme les autres, rose, massif et presque disparu. Regarde quand tu prends ça. Ouais, celui-là en plus il est pas mal pour la sélection. Il est magnifique. L'aventure elle commence en 2019 quand Nicole, une ancienne de la vallée des Paillons, est venue me voir en disant il faut absolument que quelqu'un continue à cultiver cet oignon, ce trésor, ce patrimoine local qui est l'oignon rose de Menton, que la famille de Nicole faisait déjà depuis plusieurs générations. C'est vraiment l'oignon que Nicole m'a transmis, quoi. C'est vraiment cette forme, c'est cette couleur, c'est ce patrimoine, quoi. Regarde ça. Le mastodonte, la belle bête. Alors ça, c'est pas de l'oignon. Ça, c'est un oignon d'1 kilo, Max. Hein. Ah, la belle bête. Cet oignon géant n'est pas seulement beau, il est aussi super résistant aux variations de température. Un atout de taille face au dérèglement climatique. Depuis cette redécouverte, le collectif le célèbre chaque été sur la Côte d'Azur comme une star. Bienvenue à la fête de l'oignon rose du Mentonnais. Ici, l'oignon rose du Mentonnais attire des maraîchers, des curieux et même des chefs étoilés comme Mauro Colagreco et Nadia Samut, tombés eux aussi sous le charme de ce légume et de son goût bien particulier. Je suis en train de dresser mon petit dessert que j'ai fait à partir d'oignon rose du Mentonnais. Il a un goût plus doux, plus sucré. Et c'est pour ça que je suis allée travailler sur aller lui faire sortir ces arômes que je trouvais assez présents. Donc ici, vous avez le petit, je suis au cœur même des personnes qui le sèment et le plantent et le vivent en fait. Et je trouve que cette transmission, elle est vraiment essentielle quand on cuisine du végétal, du vivant, de comprendre ce rôle de la semence aussi qui est essentiel à la préservation. Et après, d'y trouver un goût et je dirais un futur vertueux, délicieux. Portés par ces paysans et défenseurs du bon goût, les semences paysannes répondent à un désir de qualité et d'autonomie. Mais ce ne sont pas les seuls. Sur le littoral varois, d'autres paysans, des fermiers de la mer, se posent eux aussi des questions pour rendre leurs pratiques plus vertueuses. En particulier dans l'alimentation de leurs élevages. On va aller faire un petit tour sur les alevins qu'il faut en général nourrir dès le lever du jour parce que les alevins sont très exigeants, hein, c'est comme les nouveau-nés. Aujourd'hui, les petites productions aquacoles, comme celle d'Olivier Otto, sont peut-être à un tournant de leur histoire. Il y a 30 ans, la farine de poisson était tellement abondante que c'était aussi utilisé pour la nourriture des chats et des chiens. Avec le développement de l'aquaculture, il y a eu une razzia sur la farine de poisson et on s'est posé la question en se demandant comment on va faire pour continuer notre métier s'il n'y a plus de ressources. Depuis cette époque, Olivier a amélioré l'alimentation dans son élevage. Mais il faut encore l'équivalent de 3 kg de poissons sauvages pour faire grandir 1 kg de poissons d'élevage. Une quantité trop importante. Alors, pour agir à son échelle, il travaille avec Léo Davis, un chercheur spécialiste de ce sujet. Le premier axe, c'est vraiment essayer de trouver des alternatives végétales à la protéine. Il y en a, ou alors trouver d'autres sources de protéines, comme la protéine d'insectes. C'est à quelques kilomètres de là, à l'Institut océanographique Paul Ricard, que Léo et ses équipes développent ces nouvelles sources d'alimentation.
Alors ici on a Marie qui est en train de prélever des volumes de différentes espèces d'algues. Nous là on est vraiment sur des algues en eau de mer pour des organismes marins. Elles ont des intérêts nutritifs très très marqués puisqu'elles permettent des apports en acides gras, en protéines. Parmi les pistes prometteuses, les algues bien sûr, mais aussi l'élevage de zooplancton. Ah ouais. Un œuf. Une autre ressource naturelle et locale, riche en nutriments. Depuis 60 ans, cet institut cherche des solutions pour adapter les activités humaines à la protection des océans. Qu'ils cultivent la terre ou élèvent des poissons, ces paysans du Sud partagent la même envie, nourrir autrement en respectant la nature. C'est la mise en bouteille là. Bon boulot Sophie. Ok. Qu'est-ce que je dois faire alors? Alors regarde, moi je suis en train de remplir les bouteilles de liqueur de Genepi et on va mettre voilà, un petit brin de décoration dans la bouteille. C'est un brin qui a déjà apporté ses propriétés, on a fait notre macération. Celui-là il est juste pour montrer avec quoi le Genepi est obtenu. Ça fait joli après dans la bouteille comme ça. C'est sympa. Combien de temps tu l'as laissé macérer dans l'alcool là, le Genepi? Environ 2 mois. Et là, il s'agit vraiment d'une recette familiale qui t'a été transmise? Ouais, c'est ça. Hein. La recette n'a jamais changé. Et donc, à chaque producteur de Genepi, sa recette et ses petits secrets, alors? Exactement. Bon, là, il y en aura 3 dans celle-là de brin, c'est pas gênant. Non, ça va, ce sera la golden bouteille. Ce que je trouve joli dans ton histoire, c'est qu'il y a une vraie transmission familiale. Hein. Ici, on travaille toujours un peu entre amis ou en famille. On aime transmettre et les gens ont la demande d'en savoir un peu plus toujours sur le Genepi, comment c'est fait, qu'est-ce que ça peut apporter, le côté médicinal de la plante, etc. Donc on a pour projet, nous, de développer un écomusée qui va pouvoir répondre à ces demandes. Ça travaille bien. Mais moi, tu sais, je prends toujours mon job au sérieux. Ouais, c'est parfait. Ouais. Ce hameau que tu voulais, quand vous vouliez tous les deux me faire découvrir? Prapic, c'est ces vieilles bâtisses qui ont beaucoup d'histoire et qui ont été retapées au fur et à mesure pour revenir vivre dedans. Et pourquoi il est important ce hameau de Prapic dans l'histoire familiale? C'est important parce qu'on a grandi là. Mon grand-père avait déjà ouvert la première auberge au cœur du village. Et ça, c'était dans les années 70. Une bonne dizaine d'années après, j'étais là. Puis quand les parents travaillent en permanence ici, on grandit là au milieu de la nature, des fermes, etc. Ouais. Puis là, on est aux portes du parc des Écrins, départ de beaucoup de balades. Là, on est en plein cœur de la nature. Là, on ne peut pas rêver mieux pour nos enfants. C'est vrai que c'est super. Il y avait un système quand même assez ingénieux pour faire passer l'air là dans ces granges. Ouais, c'est vrai qu'il y avait toute une partie tressée sur le haut des granges et ça permet d'aérer vraiment toute la partie foin. Oui, on se servait de tout ce qu'on avait autour de soi. Hein. Ah Sophie, je te coupe, mais là se trouve la première auberge de Joujou et Denise, les grands-parents de Thomas. C'est ici que tout a commencé? Ouais, c'était vraiment les prémices. Au début, le grand-père, il a retapé une maison et il s'est dit, pourquoi pas, il y a quelques voitures qui viennent se garer, on va leur servir quelque chose à manger, quoi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Denise, évidemment, comme suiveuse, elle s'est mise tout de suite à la cuisine. Au fourneau. Voilà, c'est tout petit, mais c'est là que ça a démarré. Et vous êtes toujours très attaché à ce village, à ce hameau? Oui, bien sûr, on est très attaché au village. Ils ont ouvert le resto et puis de génération en génération, tout le monde a tenu l'auberge et nous aussi, on a tenu le restaurant. Bon, maintenant, c'est vrai qu'avec notre activité sur le Genepi, on a laissé la place, mais on va quand même aller visiter ce restaurant. Ah bah oui, volontiers, puis je vais faire connaissance avec le reste de la famille, j'espère. Exactement. On va arriver à l'auberge prapicoise. Alors voilà Sophie, regarde, je te présente ma petite famille. Bonjour.
Donc on a Denise, ma grand-mère, Bonjour Denise, enchantée. Qui est Ravi de donc, vous rencontrer. l'arrière-grand-mère de Jules, Ok, le fiston donc. voilà, le fiston, et mon papa, Bonjour Gérard, messieurs. la génération du milieu. Ben, Voilà. Parfait. On a toute la petite famille. Donc c'est ici que Denise et Joujou, Ton mon grand-père. voilà, ont construit l'auberge prapicoise. Je faisais que les spécialités. Jambon de pays et tourton et creusé après. Vous vous faites servir maintenant, j'espère. Hein, c'est plus vous qui êtes en cuisine. Ah ben non, je peux plus, j'ai 95 ans. Oh. Ben, vous êtes très en forme. Et j'ai bien travaillé. J'en doute pas. Qui les prépare alors maintenant, les tourtons? C'est Alex. Alex, qui est un ami de la famille, qui a repris l'auberge, qui aime transmettre les traditions, qui est guide à la base, donc qui adore la montagne. D'ailleurs, il manque Alex et Margot. Jules. Moi, j'ai entendu dire qu'ils étaient dans la cuisine en train de faire les tourtons. C'est ta sœur qui cuisine? Et oui, avec Alex. Et toi, tu lui donnes pas un coup de main? Non. Non, bah tu mettras le couvert alors. On va voir ta fille en cuisine? Ok, donc Margot, hop, tu vois la pâte, on la met sur le cadre et ensuite on va la remplir de Patates. de purée, ouais, la purée De patates. qui est à base de pommes de terre, fromage Fromage. et des oignons. Ok. Hein, c'est tout un mélange et ensuite on remplit les tourtons. Ça n'a pas changé, hein. Ça c'est un cadre que je pense que mamie a donné à papy, papy l'a fait passer à papa et papa me l'a fait passer à moi. Ok. Donc tu vois, je crois que des tourtons, il en a fait un peu celui-là. Hein. Et maintenant, regarde, on couvre. Hop, là, 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 là. Et là, on va recouvrir avec ça. Tac, on retourne. Hop. Et là, paf. Alors maintenant, Choupette, ça, tu vas le faire avec la roulette, tu sais. Dans les traits. Ok? Allez, voilà. Bonjour. Et bonjour. Coucou. Alors regarde Sophie, je te présente donc Margot, Salut Margot. ma fille. Elle est concentrée Margot. Ouais, là, les lignes. Hein. Et cette recette là, c'est quoi Alex? Eh ben, c'est la recette familiale. Hein. Le tourton. Tourton. Et donc quand tu as repris le restaurant, bah, tu as appris aussi les recettes familiales. Oui, complètement. Ouais. Formation avec la famille, ouais, absolument. On n'a rien inventé. Et la formation, elle continue avec la petite. Ben, on espère. Fais voir un peu. Et puis, tu es bien droite, hein. Et t'as le geste, hein? C'est bien ça. T'aimes ça, toi, Margot? Oui. On est biberonné à ça. C'est ça. Tout le monde est élevé au tourton Ceux ici. qui n'aiment pas les tourtons, ils déménagent. Hein. Il n'y a pas le choix. Et Margot, Bravo, Margot. Tu sais qui va faire le contrôle qualité là sur les tourtons? Mamie. Mamie. Ils ont demandé d'avoir des agréments et tout. Ils sont jolis, Margot. On va les goûter. Va falloir En tout cas, ils sont légers. le verdict. Moi, je valide. Je valide. Non, c'est pas gras parce que c'est très fin. Ah, ils sont légers, ils sont bons, hein. On en met une douzaine par Ils sont personne. bons. quoi. Ah oui, d'accord, je suis généreux. Ouais. Tu vas pouvoir nous en faire un peu plus souvent alors. Ah. Hein Qu'est-ce que ça vous fait, Denise, d'être là à table avec votre Eh ben, fils, je suis votre contente. petit-fils, vos arrière-petits-enfants et votre belle-fille? Je suis contente. C'est bien de voir que la tradition du Genépi et de ses recettes perdure. Ah oui, Hein oui. Ça, ils ont tout gardé, ils ont tout gardé. Ça me fait trop plaisir. Et je suis sûre que mon mari, il est content aussi. Et ben aujourd'hui, grâce à vous, grâce à Joujou, ben vous êtes tous là autour de la table. Et quand je vois tes enfants qui sont là avec le sourire et qui ont envie de partager tout ça, ben c'est assez touchant parce que la relève est assurée. Qu'est-ce que vous en pensez? Normalement, oui. Hein. Quand vous êtes venus en voiture, vous avez chanté un peu avec mamie ou quoi? Ah, ma Mamie, elle a chanté. C'est vrai? C'est vrai? Vous chantez, Denise? Alors, attends. Et Alors. Allez-y, Denise. Sous les clartés des monts d'Orsières sort un torrent impétueux. C'est notre drac qui rend prospère les prés, les champs si généreux. J'aime les riantes campagnes de notre bien-aimé Champson. Allez, voilà. Ben, c'est très bon. Vraiment. Couleurs vives, parfums puissants.
Dans cette boutique, l'été se déguste toute l'année grâce aux fruits confits. Des fruits qui viennent des vergers ensoleillés de Provence. On a réussi cette année presque dans tous les fruits. Où la gourmandise est une tradition autant qu'un savoir-faire. Ça va, hein, je suis étonné. Pierre Lilamant, confiseur depuis 5 générations, part aujourd'hui choisir ses fruits. Des variétés rares, cueillies chez des producteurs de confiance. Aujourd'hui, il n'y a vraiment que le rosé qui peut nous permettre d'arriver à avoir un abricot confit qui a vraiment le goût de l'abricot. Le rosé de Provence, cet abricot discret à l'œil, mais incomparable en goût. C'est le Graal du fruit confit. Heureusement que je ne suis pas embauché pour les ramasser parce que je les mangerai tous en fait. Et là, on est vraiment sur un miel d'abricot. Et l'amande est excellente. Et quand on le confit, il a une tenue. On retrouve ce goût d'abricot. Mais on a vraiment cette puissance-là qu'on retrouve dans aucun autre abricot, en fait. Le rosé de Provence, ils sont exclusivement destinés aux confiseurs. Et aussi un peu à moi. Encore un plateau. Pierre a trouvé son bonheur. Direction la confiserie familiale. Au cœur de Saint-Rémy de Provence, où son équipe est impatiente de transformer sa récolte de fruits en trésors sucrés. Les melons sont découpés avec une précision presque mathématique. Chaque tranche compte. C'est le début d'un processus de fabrication ancestrale dont l'inspiration vient d'un certain Provençal, plus célèbre pour ses prophéties que pour ses recettes. C'est Nostradamus qui écrit la recette définitive du fruit confit. Nostradamus qui est né à Saint-Rémy quand même, et qui nous explique que de tremper des fruits ou des légumes dans un clair sirop, par bouillons successifs, on va éliminer cette eau naturelle et on va permettre aux fruits ou aux légumes de se conserver. Donc le fruit confit est vraiment une conserve par le sucre avant d'être une gourmandise. Abricots, poires, fraises ou oranges, tous les fruits peuvent être confits ici. Mais la véritable spécialité de la maison, c'est un melon entier, le Cantalou de Provence. On garde la graine d'une année sur l'autre pour avoir cette variété de melons. On donne les graines à l'agriculteur qui va nous sélectionner dedans les plus beaux melons qui auront poussé. Et là, ensuite, on récupère ces melons et on a quelque chose d'extraordinaire. Popularisés par les papes d'Avignon qui voulaient manger des fruits toute l'année, ces trésors sont aussi agréables à manger qu'à regarder. Dans le sud, d'autres agriculteurs, les apiculteurs, ont fait du soleil leur allié. Il n'y a pas de miel sans soleil, il n'y a pas de miel sans pluie. Le miel, c'est le juste équilibre entre la pluie, entre l'humidité et le soleil et la chaleur qui va apporter à la plante. Les 400 ruches que Jean-Sylvain déplace dans la région au gré des floraisons, c'est un peu comme une ferme, mais nomade. Donc là, on a un joli cadre de miel de lavande. Le miel, ça se fait pas tout seul. On est apiculteur, on est des paysans, on court après les fleurs. Aujourd'hui, être apiculteur, c'est connaître le végétal, connaître les fleurs, à quel moment elles expriment leur potentiel. Cette année, les abeilles ont bien travaillé. Et la récolte de miel de lavande s'annonce particulièrement bonne. Mais récolter ce miel, ce n'est pas une finalité pour Jean. Il aime aussi le transformer dans la nougaterie familiale à Saint-Didier. La famille produit aussi des amandes de Provence, l'autre ingrédient indispensable pour concocter un nougat d'exception qui se prépare à l'ancienne.
Être paysan nougatier, c'est produire son miel, produire ses amandes et savoir le transformer en nougat. Et les matières premières qu'on amène dans cet atelier-là arrivent dans une ruche, en fait. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'ils sont tous en train de s'affairer, de se concentrer pour donner le mieux d'eux-mêmes, pour sortir un super produit. En Provence, chaque fruit, chaque goutte de miel raconte l'histoire d'un art de vivre sucré et ensoleillé. Bonjour mesdames. Bonjour madame. Je vais vous prendre un petit sirop de menthe, s'il vous plaît. Ok. Vous êtes le seul petit café ici à Barles? Ah oui, le seul petit café, oui. Bah, c'est bien, il existe depuis combien de temps ce café? Ouh là là. C'était ma maman, avant, ma grand-mère aussi. Je demandais à votre fille, ça fait combien de temps que vous avez votre café là ici? Alors moi, ça fait 64 ans. Eh ben, vous en avez vu passer du monde, hein? Très. Beaucoup, hein? Et du bon monde. Ah, ouais. Et qu'est-ce que vous aimez raconter sur votre village aux gens qui viennent ici? Le village peu cher, il existe presque plus. Ah. Eh ben parce que les jeunes ne restent plus trop. Et les anciens, on meurt, hein. Voilà. Vous savez qu'il y avait 6 écoles ici. Ouais. Aujourd'hui, il y a combien? Maintenant, il y en a une. Il y a encore quand même 15 élèves. C'est merveilleux, hein. C'est merveilleux pour nous, hein. Qu'est-ce que vous me diriez des Alpes de Haute-Provence? Magnifique. Voilà. Oh oui, parce qu'on connaît pas mal de petits coins. Oui. Là. Mais le plus beau, c'est ici. Coucou Sophie, je t'emmène? Coucou Alessia. Ah là là, que c'est joli par ici. Ça te plaît? Ah oui, vraiment, déjà, c'est absolument magnifique. Là, on arrive vers chez toi. Tout à fait. Ah, tu vois, là, quand j'étais petite, j'allais en vacances dans cette ferme en face. D'accord. Sans savoir que des années après, je viendrais acheter une ferme un peu plus haut. C'est extraordinaire. Ouais. Donc, tu étais vraiment prédestinée à vivre là. Il se passait quelque chose avec ce lieu. C'est fou, ça. Quand on est arrivé, nous, en 2017, en octobre 2017, on était les seuls habitants à l'année. Ah oui. Et puis petit à petit, puis surtout avec le Covid, il y a beaucoup de maisons qui étaient en vente depuis des années, qui ont été rachetées. Et aujourd'hui, on est 8 maisons. 8 familles, quoi. Familles avec des enfants en bas âge, on est les seuls. D'accord. Bon, quand tu vis ici, tu fais quand même le choix de l'isolement, hein? Oui, tout à fait. C'est assumé. C'est assumé. Et voilà, nous sommes arrivés à la ferme du château. On est arrivé chez toi. Tout à fait. Tu as une très jolie vue d'ici. Tout à fait, là on voit le fond de la vallée, donc plus bas il y a le village de la Robine.
Et c'est un coin absolument magique. Il y a vraiment eu une vie de village à une époque. Oui, absolument. Avant la guerre, il y avait beaucoup de familles qui habitaient à Aynac, à Lambert et même à Pudoyer, à Fessal. Enfin, il y avait plein de petits hameaux en fait. Et il y a eu jusqu'à 50 enfants dans l'école qu'on voit ici. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup d'enfants pour un si petit coin, quoi. Oh, c'est joli. Voilà. C'est bien d'avoir conservé tout ça. C'est beau, hein. On retrouve la ferme à cet endroit-là. Ah bah oui, je reconnais, là, c'est là où on s'est garé. Tout à fait. C'est touchant, c'est émouvant d'imaginer qu'il y avait plein d'enfants là, ici, qui ont grandi, qui ont vécu ici dans ces villages, et puis peut-être qu'ils sont morts pour la France pendant les guerres. Oui. Il y en a qui sont revenus habiter leur maison familiale, qui ont retrouvé leurs racines. Est-ce qu'il y en a sur ces photos des gens, des enfants devenus grands qui sont encore parmi nous? Absolument. Cette dame-là, elle est toujours là. Le monsieur qui est ici a 97 ans, je crois. C'est chouette. De me dire qu'un jour, il y aura peut-être notre portrait de famille sur ce mur, ça me plaît. Salut Sophie. Salut Jérôme. Tu vas bien? Ça va et toi, je te dérange pas? Bon, non, pas du tout. Alicia m'a dit que je pouvais venir te voir. Ouais. Voilà un joli troupeau, dis-moi. On a une 50aine de têtes là. Ouais. Voilà, c'est mes chouchoutes. Tous les matins à la traite. Et puis après, on les lâche et elles se baladent dans la montagne. Elles sont très jolies en tout cas. Moi j'aime beaucoup celle qui est achetée là. Ouais, ça c'est les anglo-nubiennes. D'accord. C'est vraiment des chèvres, toutes celles qui sont très colorées, qui ont plusieurs couleurs. Là on en a une qui est née cette année, qui est là-bas au fond, elle est magnifique. Elle a 3 couleurs. Ah oui. T'as toujours eu des chèvres toi? Non, pas du tout. Non? Non, bah là ça fait donc 7-8 ans qu'on a des chèvres. Avant ça, moi j'étais berger, j'avais 2 chèvres pour me faire un peu du fromage en montagne. Mais il y a 10 ans de ça, j'avais quasiment jamais vu une brebis avant. Ah oui, donc t'as vraiment appris comme ça, avec le troupeau finalement, en le constituant. Ouais, on s'est un peu jeté à l'eau avec Alicia. Hein, mais voilà, c'est comme ça, on avait envie, il était temps. Mais en tout cas, ça te donne le sourire d'être avec elle. Hein, il faut, parce que sinon, on supporte pas le travail. Allez les filles! Allez les filles! À la traite! Allez les bébés! Allez mollusques! Allez cocottes! Allez chanchon! Hé chanchon! Pour les cochons. Ah bah la traite est bientôt finie. Toi t'as commencé le fromage. Oui mais bonjour toi. C'est Lilou. Bah oui. Tu viens aider maman? Bonjour ma petite puce. Ça c'est numéro 4. Oui, tout à fait. La dernière. Eh ben oui, parce que maman, c'est un job à plein temps, hein. Absolument. Donc, il faut que Lilou m'accompagne. Ouais. T'es heureuse de ce choix-là, de vie, même si moi, en arrivant ici, je me disais, oh, elle est un peu isolée quand même. Oui, on voulait être tranquille, trouver notre petit coin de paradis, pas d'ennui avec qui que ce soit. Et on a trouvé. C'est bien. Est-ce que tu crois, quand tes enfants seront un petit peu plus grands, que tu vas avoir envie de leur transmettre ou au contraire de leur dire vivez votre vie, si vous avez envie de partir en ville, allez-y? Non, j'ai plutôt envie de ça. Ouais. On a trop travaillé dans des exploitations où les enfants étaient victimes du choix de vie des parents. Ouais. Et je veux qu'ils se fassent leur propre avis
du monde. Et s'ils veulent revenir après des études, je sais pas, ils peuvent avoir 40 ans, ils veulent venir s'installer avec nous, mais avec grand plaisir. Mais avant ça, je veux qu'ils aillent voir ailleurs. Hop, il est très frais et pas encore salé. Tout ça, c'est Jérôme qui l'a préparé alors? Oui, absolument. La charcuterie, c'est Jérôme qui prépare ça. Waouh. C'est trop bon. Voilà vos fromages. Et le fromage, évidemment. Dis donc, qu'est-ce qu'il est beau, lui. Fromage aux fleurs. Bah, c'est très sympa, hein. Franchement, un pique-nique comme ça, c'est vraiment royal. Hein. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Tu m'as pas raconté ça. Oui, alors on s'est rencontrés quand on était en études. Moi, je faisais un BTS production animale à la Côte-Saint-André. Et Jérôme, lui, il faisait une formation berger vacher d'alpage. Jérôme avait sa chienne qui avait mis bas, donc il y avait 2 petits chiots avec lui. Je l'ai croisé sur le parking et forcément... Des chiots, saucisson fromage. C'est bon. Voilà, c'est ça. J'ai posé mes valises dans son camion. Oui, parce que vous alliez aider comme ça les bergers à garder les troupeaux. Tu travaillais, voilà. L'été en alpage. Ouais. Et ensuite, on a trouvé la ferme parce qu'on avait déjà 2 chèvres, 5 chiens, un chat, 2 perruches. Ça devenait compliqué en camion. Ouais, là, en camion, on commençait à être à l'étroit. C'est beau tout ce que vous avez accompli, non? Tous les deux. Vous en avez encore beaucoup à accomplir, j'imagine. Ah, bah écoute, ça fait que 7 ans, 8 ans maintenant. Donc, oui, on a encore beaucoup à accomplir. Et oui, non, c'est beau. Merci de m'avoir accueilli, de m'avoir montré aussi avec grand plaisir tout votre savoir-faire. Et de m'offrir ce pique-nique. Est-ce qu'il y a... Ah mais non, mais il reste plus rien. Les enfants ont tout mangé, dis donc. Il y a du pain. Ah bah vous êtes pas pressés aujourd'hui, hein? Super. Ça c'est Namasté. Namasté, c'est la chèvre Instagram. Elle sait qu'elle est belle. Aujourd'hui, Pauline se balade avec son troupeau au-dessus du lac de Sainte-Croix, dans le Verdon. On sait qui est qui, on connaît leur caractère. Des fois, je sais qui appelle qui. Enfin, c'est comme quand t'es prof avec une classe qui change tous les ans. Dans une autre vie, elle donnait des cours à la fac et faisait de la radio à Marseille. Comme Pauline et son associé, de plus en plus de trentenaires en reconversion osent le pari fou de devenir éleveurs dans cette région du sud de la France. Notre idée, c'était de s'installer sur des modèles où tu n'achètes pas de ferme, parce que les fermes en PACA, de toute façon, il faut sortir 500 000 € minimum. Et que on ne se voyait pas se lancer avec un méga crédit qui te pousse du coup dans tes pratiques à produire beaucoup. Enfin, c'était trop pour nous et on ne savait pas si ce métier il nous conviendrait en fait. Sans argent, pas facile de passer du rêve à la réalité. Il fallait attendre le bon moment, la bonne occasion. Pour eux, ça a été un appel à projet pour remplacer des chevriers qui occupaient une ferme appartenant au parc régional du Verdon. Le cahier des charges du parc régional du Verdon correspondait totalement à ce qu'on voulait mettre en place. C'est-à-dire, c'était question de préserver une race rustique, la provençale. Il fallait être en agriculture biologique, ça nous allait bien. Il fallait faire du pastoralisme, c'est-à-dire les nourrir en colline au maximum. C'était ce qu'on voulait mettre en place. En fait, tout correspondait. On a juste eu à financer le rachat du troupeau et le rachat du matériel. Donc en gros, on s'est installé avec 25 000 €. Ce qui est totalement infaisable si tu veux être propriétaire de ta ferme et de tes terres. Et voilà. Grâce à cette opportunité, Pauline a eu de la chance. Elle a pu démarrer son activité sereinement et découvrir que le métier lui plaît vraiment. La
passion des chèvres, c'est aussi ce qui anime Isabelle dans le Luberon. Ce qui me passionne dans ce boulot-là, c'est ça. C'est la garde, c'est les bêtes, c'est d'être dehors. Pour elle aussi, l'accès à des terres pour nourrir ses chèvres et produire ses fromages a été un véritable casse-tête. Le Luberon, c'est une zone qui est devenue très touristique. Il y a une pression foncière et des tentatives de spéculation immobilière assez lourdes. Le prix des terres agricoles n'est pas toujours indexé sur leur rentabilité, leur potentiel de rentabilité. Donc on ne peut pas acheter quelque chose si on ne peut pas le rembourser derrière. L'acquisition des terres par ses propres moyens étant impossible, elle s'est tournée vers une solution plus originale et engagée dans la sauvegarde des petites exploitations agricoles, l'épargne citoyenne. Oui, je suis contente de te voir. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec des bénévoles de l'association Terre de Liens. Cabri de nez entre-temps. Coucou. Comment ça va? Donc j'ai déjà parcouru le terrain avec les chèvres, donc je connais déjà un peu la nature des végétaux d'ici et qu'est-ce que les chèvres aiment et qu'est-ce que les chèvres n'aiment pas. Avec l'argent placé par des gens sensibles à la cause paysanne, ils ont pu réunir 300 000 € et racheter cette ferme de 50 hectares qu'ils visitent avec Isabelle. Et les chèvres, elles mangent les cannes le long de la rivière, ça elles aiment bien. Grâce à eux, elle peut s'y installer pour un loyer qui correspond à ses revenus. Terre de Liens, c'est un mouvement citoyen qui existe depuis plus de 20 ans, qui travaille à installer des paysans et des paysannes sur des terres qui sont du coup préservées durablement, étant donné que Terre de Liens ne revend jamais ses acquisitions. Donc je les ai déjà sillonnées ces terres-là. Elles sont parfaites pour les bêtes. Je leur dois mon paradis. Vivre dans un environnement que tu trouves beau tous les jours, c'est un luxe extraordinaire. Plus que jamais, dans le monde agricole d'aujourd'hui, l'union fait la force. C'est dans cet esprit que s'est créée cette année la ferme du vivant dans le Var. Pauline et Gilles y développent une toute nouvelle filière locale, celle du cochon noir de Provence. Ce qu'on appelle nous cochon noir de Provence, donc c'est issu d'un croisement sélectif qu'on a travaillé sur plusieurs années et qui se rapproche du porc de Bourdeaux, qui était une race locale qui s'est éteinte avec la révolution industrielle. Des cochons en plein air comme ça, c'est pas très fréquent en France. Ça représente entre 1 et 2% de l'élevage de cochons. À la ferme du vivant, on mise tous sur la solidarité pour alléger les charges des futurs éleveurs de la filière. Là, du coup, il y a les porcelets de plusieurs bandes. C'est le cœur du réacteur. C'est là qu'on fait le regroupement au niveau des truies pour faire des lots uniformes au niveau des porcelets. Les petits porcelets grandissent ensemble. L'alimentation est fabriquée sur place et même le vétérinaire est embauché collectivement. Ce modèle d'organisation, il permet de répartir la charge de travail au sein du collectif et à permettre du coup à des éleveurs de s'installer dans les bonnes conditions en ayant les bons outils de production et d'avoir un revenu décent qui se travaille d'année en année, collectivement. Une organisation maligne qui permet aux jeunes de s'installer plus sereinement. Des arguments qui ont fini de convaincre Marion Nicolucci de se lancer dans l'aventure. Psychologiquement, c'est important d'être soutenu et puis aussi du point de vue mise en place quand on démarre de zéro. C'est un métier, il faut dire ce qui est passion mais qui est dur. Le fait d'être en association, c'est vraiment hyper important dans le métier. Moins seul, mieux accompagné, ces néo-paysans prouvent qu'un autre modèle est à portée de main. Ok, donc tiens, Virginie, Natalia, du coup, on va aller continuer à couper les rangées de lavande, ok? Allez, c'est parti. Tu prends vraiment un petit peu de lavande dans ta main, comme ça, il faut que tu coupes bien à la base des tiges.
Mais que tu es jolie, Elsa, avec cette brassée de lavande dans tes bras. Bonjour Sophie. Bonjour. Je ne pouvais pas venir en Provence sans faire une escale dans ces magnifiques champs de lavande. Bah Comment oui, vas-tu ? je suis ravie de t'accueillir. Très bien, je te remercie. Oui, parce que toi, tu as un savoir-faire bien particulier ici en Provence avec cette lavande. Oui, tout à fait. Donc moi, je suis spécialisée dans la fabrication des fuseaux de lavande, qui est un artisanat traditionnel provençal et qui donc nécessite de la lavande fraîche pour être fabriquée. Soyons précises, toutes les deux, c'est du lavanda. Tout à fait. Ce qu'on appelle la lavande vraie a besoin d'une altitude de 800 mètres minimum pour pousser. Mais ici, on est dans les Alpilles, on est en basse altitude et du coup, on cultive le lavandin qui a la propriété d'être très riche en huiles essentielles, donc absolument parfait pour l'artisanat. Bonjour mesdames. Donc il faut savoir que la lavande est utilisée depuis la nuit des temps. Les Romains déjà utilisaient la lavande pour parfumer l'eau des bains. Et au 19e siècle, l'industrie du parfum de Grasse s'est développée. Donc on a commencé à cultiver la lavande pour répondre à la demande des parfumeurs de Grasse. Devenue adulte, tu t'es consacrée à une autre vie professionnelle. Tu as un petit peu quitté la Provence ? J'ai quitté la Provence, je suis montée à Paris faire des études dans le cinéma. Je suis revenue donc il y a 8 ans, après m'être expatriée pendant 7 ans en Asie du Sud-Est, où j'ai commencé à développer des projets avec des communautés de femmes dans l'artisanat. Et du coup, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, monter quelque chose autour de cette passion. Ah Season after season, I'm waiting. Sunday after dawn, for you I see. Donc voilà Sophie, mon petit atelier avec bonjour avec bonjour les filles mesdames qui travaillent avec moi. Ah, c'est une affaire de filles. Ah ouais, on est une girls team ici. Il y a aussi une histoire d'entraide, de solidarité, parce qu'une partie de mon équipe est composée de femmes ukrainiennes qui sont venues ici se réfugier quand la guerre a éclaté. Et donc elles travaillent avec moi maintenant depuis 4 ans. Oui, on est très heureuse d'avoir rencontré Elsa qui nous a aidés à trouver un travail. Car on a dû fuir la guerre en Ukraine avec nos enfants, en laissant nos maris combattre au pays. Et tu es tout de suite tombée amoureuse de cette fleur ? Oui, c'est une fleur que je trouvais jolie. D'ailleurs, regarde. Ah oui, tu l'as même tatouée sur le bras. Tu l'as fait en France, ce tatouage ? Non, en Ukraine. Tu étais prédestinée à travailler dans les champs de lavande, toi. C'est incroyable cette rencontre. C'est dingue, c'est marrant. Ah oui, c'est beau. Voilà, c'est une très belle personne et elle est hyper douée, hyper efficace pour la fabrication des fuseaux. Mais il y a toute une petite vie en plus là dans ton lavandin. Ah oui, bah alors surtout que moi je cultive en bio. Regarde d'ailleurs, ça c'est sympa, c'est une petite mue de cigales. Ah oui. Ah bah, voilà. On les entend bien là, les cigales, elles nous accompagnent. Ah, tout à fait, et puis en général elles sortent vraiment le premier jour de l'été, le 21 juin. Elles sont hyper à l'heure. Et oui, on va faire comme un petit... En fait, on enferme, cocon, quoi. Voilà, exactement. On enferme les fleurs dans leurs tiges, ce qui vont leur permettre de sécher petit à petit et de conserver comme cela le parfum pur de la fleur pendant très longtemps. À l'époque, les fuseaux de lavande étaient placés dans les armoires et utilisés pour parfumer le linge et le protéger contre les mites. Parce que la lavande est un excellent antimite naturel. Regarde, on sort pas mal. Très bien, Sophie. Je t'embauche l'été prochain. Volontiers. Alors, tu veux que je te le termine ? Oui, je veux bien.
par une très jolie porte. Alors la porte des Guières, donc là on est vraiment sur l'entrée originaire des Baux-de-Provence. C'est aussi la porte de l'eau. En fait, le village des Baux-de-Provence est construit sur un éperon rocheux. Donc c'était super à l'époque parce que ça permettait de voir si des ennemis arrivaient et de se protéger. Par contre, l'eau se trouvait dans le vallon et au bout d'un moment, ça a posé un problème, surtout quand l'agriculture a commencé à se développer. Et du coup, les villageois ont quitté le village des Baux-de-Provence pour s'installer plus bas. C'est un village qui a été très très bien préservé, donc c'est un petit bijou dans les Alpiers. Bonjour Emmanuel. Bonjour Elsa. Ça va? Bonjour bien. Emmanuel. Bonjour. Elle est très jolie votre boutique Emmanuel. Merci, c'est adorable. Donc je viens te livrer comme prévu les petits fuseaux de lavande. Hop là. Ça se vend bien les petits fuseaux? Oh, c'est super. Et puis ça sent divinement bon, ça nous embaume toute la boutique, on est ravis. Et puis nous, tu m'as montré, hein, il faut appuyer dessus. Tu m'as Voilà, montré, hein, il tout faut à l'heure. bien presser et un fuseau de lavande va parfumer environ 5 à 6 années quand même. C'est chouette. Lequel vous préférez? Tu me vois venir, hein? Faut pas se tromper là, Emmanuel. Ne trompez pas c'est très, Emmanuel. très important. Là par ici là. Ouais. Zut. Celui-ci. Oui. Oh, C'est moi qui l'ai fait. Merci beaucoup Emmanuel. Au revoir. Bonne journée. Et bien là, on y est vraiment sur le beau, hein, le Bao en provençal, le lieu escarpé, l'éperon rocheux. Exactement. C'est ça. C'est juste sublime. Donc là, on voit vraiment toute la tradition agricole des Alpilles, les oliviers, les vignes et les amandiers qui sont en train d'être réintroduits sur le territoire. Et la lavande, bien sûr. Et la lavande, bien entendu, qu'on ne voit pas d'ici, mais qui est pas loin du tout. Ouais. Merci beaucoup de m'avoir transmis quelques secrets, hein, de ton savoir-faire. C'était une très belle escale dans mon voyage entre les montagnes et la Méditerranée. Bah écoute, j'ai été ravie de t'accueillir ici. Merci d'être venue jusqu'à moi. Merci Sophie. Là, normalement, il va s'approcher de toi. Ouais, il y a lui derrière. D'un côté, un petit lama curieux. De l'autre, un ado un brin hésitant. À la bergerie de Faucon, dans le Verdon, 200 animaux recueillis vivent une seconde chance. Et 9 jeunes garçons placés par l'aide sociale à l'enfance apprennent à les connaître et à se connaître eux-mêmes. Dans cette ferme un peu particulière, on soigne ces jeunes au parcours de vie cabossé par la zoothérapie, la médiation animale. Essaie de bouffer ma main. C'est vraiment quelque chose qui leur est bénéfique et on le sent, ou même à suite à des moments compliqués au quotidien, et ben systématiquement ça s'apaise, je trouve, avec ces temps-là, avec les animaux, parce que les jeunes n'ont aucune agressivité envers eux et les considèrent comme leurs amis, je pense. Chaque matin, Zoubir, l'un des jeunes qui vit ici à l'année, suit ses éducateurs dans un rituel bien rodé. Tiens, tu leur donnes, Zouz? Petit tour chez les sangliers, passage obligé par le poulailler, puis direction les ânes pour les soins du jour. Ce rythme imposé par les animaux, ça ancre, ça canalise. Et surtout, ça réveille quelque chose d'essentiel pour lui, l'empathie. Bah elle, c'est Victoire. Ça fait 2 ans maintenant, Attends, ça fait quoi? Ça fait 1 an, on la connaît, Victoire? Bah elle est née ici. Dès sa naissance, elle a failli perdre la vie. Dès sa naissance, elle était très mignonne. J'étais la première personne à qui est venue me voir. Et ça m'a vraiment touché.
En fait, il y avait plusieurs gens autour d'elle. Elle aurait pu voir une autre personne que moi. Ben, moi, ça m'a touché. Et depuis, j'ai un très bon lien avec elle. Tu donnes la patte? Parmi les animaux, Zoubir a ses petits favoris, comme Victoire, et d'autres avec qui le courant passe un peu moins. Tiens, donne-lui ça. Ouais, Mais vas-y. Et donne-lui carrément là, bim. Non, vas-y, tiens, non, il va te le prendre. Ah, Voilà. ça me dégoûte. Ah. Il y a rien eu. Comme il est tranquille là. Comme lui, des centaines de jeunes sont passés par ici et beaucoup ont changé de cap. Certains sont même devenus agriculteurs. Une histoire qui date de 50 ans, quand le père Guy Gilbert, le fameux curé des Loubards, a retapé cette maison avec des jeunes en galère. Et à 90 ans, il est toujours là, fidèle au poste, à chaque repas, témoin du chemin parcouru par ces jeunes. Ils me disent 3 choses. La bête ne mange jamais, la bête ne triche pas, la bête rend ce qu'on lui a donné. C'est les 3 réflexions que les jeunes font depuis 50 ans. La réflexion la plus belle que j'ai entendue, c'est un jeune qui m'a dit « J'ai été détesté par mes parents, j'ai été aimé à Faucon, tu m'as aimé et j'aime les autres maintenant. » Ailleurs dans le sud, d'autres fermes ont aussi choisi de soigner les liens entre les hommes. Pas avec des animaux, mais en mettant la main à la terre. Tous les vendredis matins, à Loris, dans le Luberon, des habitants dont certains sont en situation précaire se retrouvent pour des ateliers agricoles à Commune Ferme. Une ferme sociale, née d'un rêve, faire de l'alimentation un droit pour tous. L'idée en fait de cette ferme, c'est se rencontrer en fait, de faire que des personnes qui se côtoieraient jamais dans la vie qui est un peu segmentée. Hein. On côtoie les gens de son milieu et du coup là, c'est des gens de milieux tout à fait différents qui se rencontrent et ça fait des chouettes rencontres. Ici, rien n'existait il y a 3 ans. Aujourd'hui, sur 2 hectares, les rangées de légumes poussent grâce à l'énergie collective. Pendant qu'une équipe s'affaire à trier les poireaux, une autre apprend à les planter sous le regard bienveillant de Thomas. Ça s'appelle un traceur, c'est pour tracer les lignes. Le chef du potager. On a un public qui change assez régulièrement. Tous les chantiers, c'est un peu une session de formation aussi. On en profite pour transmettre ce qu'on sait un peu à tout le monde. Et des fois, c'est l'inverse. Des fois, c'est eux qui viennent nous apprendre des choses. Et chacun y trouve son compte. Comme Baradine, qui ne rate jamais ce rendez-vous avec la terre et ses amis fermiers. J'apprends beaucoup sur l'agriculture française. Je suis soudanais. Je travaille les champs depuis longtemps chez moi. Mais ici, c'est très différent. Et il y a plusieurs saisons alors qu'il n'y en a qu'une seule dans mon pays. Des salades? Tu veux des salades? Oui. Pareil, salade, on recommence. L'autre particularité de cette ferme, c'est qu'aucun des légumes récoltés n'est vendu. Et tout ce qu'on cultive, c'est donné à des épiceries sociales, à un accueil de jour à Cavaillon. Et puis tous les gens qui viennent ici, ils repartent avec leur petit panier de légumes. Le problème dans l'aide alimentaire, c'est que souvent, des produits de bonne qualité comme ça n'existe pas. C'est plutôt les surplus de l'agro... Enfin, des supermarchés, bref. Et nous, on essaye de faire différemment. C'est beau, on partage tout. J'ai fait un peu de champ ce matin et là, je fais un peu de cuisine. Dans ce petit coin du Luberon, on cultive des légumes, mais aussi de la dignité et une autre façon de vivre ensemble. Buenos días, Daniel. On y va, tranquille, ça va le faire. Allez. De toute façon, est-ce que ça l'a pas fait? Jamais, non? Jamais. Bonjour Daniel, bonjour Maria. Sophie, ça comment tu va? Et toi? Ouais, Ça très fait bien. plaisir de te voir un chair et un os. Exactement, je suis ravie de te rencontrer, surtout que j'ai fait une jolie balade des montagnes jusqu'à la Méditerranée pour te rejoindre, toi et ta maman.
C'est pas les montagnes. Chez nous, c'est la Camargue. On a, regarde-moi ce soleil. Magnifique. Je l'avais commandé exprès pour toi, C'est Sophie. trop gentil, merci beaucoup. Je te laisse mettre ton petit ciré. Et on va travailler. Allez, go. Enchantée. Enchantée, Enchantée, Sophie, et bienvenue à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Après avoir parcouru un peu plus de 800 km, le Rhône se jette vraiment ici. C'est la fin de sa course à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Exactement, Sophie. J'aime utiliser un mot que j'appelle le terroir. On parle beaucoup de terroir pour tout ce qui est vin, pour parler de la spécificité d'un produit. On a un miroir qui est très particulier ici. Les huîtres vont pousser dans de l'eau qui est saumâtre, mi-eau douce, mi-eau de mer. Et c'est justement ce mélange-là qui est très propice au développement de phytoplancton. Et les huîtres s'en nourrissent. Cette activité, c'est toi, Maria, qui l'a lancée? On a commencé avec mon mari environ en 95. J'ai travaillé en Espagne et c'était un D'où tu es fournisseur. originaire? Ça s'entend mon petit accent? Un petit peu, mais il est charmant, cet accent. Le cliché, la femme qui suit l'homme, il m'a ramené en Camargue à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Coup de cœur. Voilà, absolument. Et le fiston donc, a pris la relève assez naturellement? Oui. Avec ton mari, vous lui avez transmis ça, ce savoir-faire? Apparemment, c'est un petit peu comme un Obélix qui est tombé jeune dans la marmite. Alors Sophie, ça, c'est ce qu'on appelle de l'élevage sur corde. Donc les huîtres, on va être obligé de reproduire un pied artificiel. Ce pied artificiel, donc ce support qui va nous servir à l'accrocher sur la corde, ça va être des petits choux de ciment. On est les maçons agriculteurs de la mer. C'est ça, exactement. Elles seront matures dans combien de mois? Ce sera bon pour Noël. Et voilà. Voilà. Ça, j'en suis sûr que tu n'auras jamais vu ça de ta vie. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mon bébé à moi, Sophie. Mais elle est incroyable, mais j'ai jamais vu une huître aussi grosse. Là, on est dans ce qu'on sait l'huître la plus grosse du monde. Ah oui. Donc quand on l'a sortie, quand je l'ai trouvée à mer, elle faisait 2,360 kg. Ouais. Aujourd'hui, elle va frôler les 2,5 kg. Donc elle a au minimum 30 ans. Elle a au minimum 30 ans et j'espère... Enchantée, madame. Je lui ai donné un petit nom. Comment tu l'appelles? C'est la Jeanne calmante de l'huître. C'est ma petite Jeanne. Ça te donne pas envie de la manger, Sophie? Ah non. Ah non, on va pas manger Jeanne. Hein. Pas aussi grosse? Ah non, pas Jeanne. Allez. Et super. Moi, j'ai besoin d'aide aussi un peu. Hein? Ah, j'arrive. Il faut serrer le boudin pour que le ciment descende, prenne les huîtres et la corde en même temps. Pour que tu te rendes compte, on pose 4500 cordes chaque année. Cela signifie qu'on colle 540 000 petites huîtres avec nos petites mains. Voilà. C'est parfait ça. On est pas mal. On est pas mal. Hein? Dans 12 mois, tu reviens et tu dégustes tes huîtres. On fait ça. Que tu as collées. Bon, on a bien
bien travaillé, on peut s'offrir une petite échappée là. On l'a bien mérité, Sophie. Après l'effort, le réconfort. Là, on est sur la garrigue camarguaise. Alors on voit là ces petites cabanes ici, elles sont vraiment typiques du paysage là. Hein. Exactement, ça fait partie du territoire camarguais. C'est la vie au cabanon. Là, on a un petit pêcheur. Ouais. Et puis ici, c'est le paradis pour les ornithologues, quoi. T'as dit le mot, c'est le paradis. Dis-moi, c'est le cadeau là où tu m'emmènes. Donc là, on arrive sur la plage Napoléon, 7 km de long. Ouais. Alors là, on est vraiment au bout du bout. On est à l'embouchure. Alors, véritablement à l'embouchure là, du Rhône. Exactement, tout le mélange d'eau douce et d'eau de mer, cette lutte entre la Méditerranée et le Rhône. C'est là. On est en première ligne. Une dorade, une moule marinière. Merci. Attention. Tada. On y va? On y va. Oh, c'est bien. C'est bien ce qu'il a fait le petit. Hein. Elles sont vraiment bonnes. Ouais, elles sont très bonnes. Ouais. On va Très manger bien. le reste. Hein. Moi, je suis très touchée par votre lien à tous les deux. Je sens que ta maman, elle t'a apporté beaucoup, elle t'a donné beaucoup. Hein. Elle m'a donné énormément et elle continue au quotidien à me donner beaucoup. Bon, comme on dit, les enfants, on ne les fait pas pour nous, mais oui, moi, je les ai fait pour moi. Donc, j'aimais bien les garder le plus possible. Oui. Des fois, on s'accroche, hein. Ah, il ne faut pas croire, hein. Mais on trouve toujours intérêt d'entendre. C'est bien. Mais en tout cas, à vous voir comme ça, je trouve que votre relation est très très belle. Merci vraiment à tous les deux de m'avoir permis de partager votre passion et de goûter vos excellentes huîtres. Et là, c'était une vraie découverte pour moi, cuite comme ça. Bravo. Ça fait plaisir. Et bien voilà, c'est la fin de ces échappées belles. On se quitte dans cette ambiance conviviale ici à l'embouchure du Rhône. J'étais vraiment très heureuse de pouvoir partager ces échappées belles de ferme en ferme, depuis les montagnes du Dévoluy jusqu'ici aux rives de la Méditerranée. J'ai appris à faire du pain, à faire du fromage, à garder des troupeaux, à ramasser du génépi, à faire des fuseaux de lavande. Et le point commun de toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est leur volonté de vraiment promouvoir des produits d'excellence à l'image de ces huîtres de Camargue. Si vous voulez revivre nos aventures, eh bien vous le savez, vous pouvez vous rendre sur le site de France Télévisions, France.tv. N'hésitez pas également à nous donner de vos nouvelles sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort et comme d'habitude, faites de beaux voyages.